Dieu le compte si vous ne l'avez pas encore vu. La Grande Guerre a marqué en France la fin de la construction des châteaux. L'histoire du château au XXe siècle reste à écrire, et c'est une page souvent triste parce que dans l'Aube, comme un peu partout en France, les châteaux ont beaucoup souffert des deux conflits mondiaux et des changements sociétaux. Beaucoup de châteaux ont changé de propriétaire, certains ont été détruits et beaucoup ont souffert. La prise de conscience patrimoniale de ces dernières décennies, jointe à l'action des pouvoirs publics et à celle passionnée de nombreux propriétaires, offre aujourd'hui une seconde vie à beaucoup de monuments. Alors 4 propriétaires prendront la parole et vous raconteront chacun l'histoire de leurs monuments et leurs projets. Notre hôte, d'abord Édouard Guyot, qui a acquis en 2015, à 25 ans, ce monument et y entreprend donc depuis 7 ans, 8 ans maintenant, des travaux, un lourd programme de travaux dont vous avez évidemment là le spectacle. Charles et Ségolène de Tène, les propriétaires du château de Tène, qui est dans leur famille depuis 200 ans, nous expliqueront, ou nous expliquera, puisque votre épouse que j'ai eu au téléphone n'est pas venue, combien ils aiment recevoir le public dans leur jardin et leur magnifique cellier du XIIe siècle. L'accueil du public est pour eux une forme de leur combat pour maintenir leur ancrage historique familial. Anthony Calmont a racheté en 2021, dans une vente judiciaire, l'étonnant château de Dampierre qui allie un châtelet monumental du XVIe siècle à un château classique construit probablement par François Mansart. Et Guillaume Delpech, le président de l'association des Amis du château de Dampierre, nous expliquera la passion qui anime les projets de restauration. Dominique Popin a acheté il y a quelques années le château de Saint-Benoît-sur-Vanne, mais avec déjà une très longue expérience des monuments historiques, puisque vous possédez depuis 20 ans un très beau château qui est le château de Colbert, à Maulévrier, qui a une longue histoire liée au Colbert, qui est traversé par le drame de la guerre de Vendée et qui se trouve juste à côté du parc oriental que vous devez connaître, qui est devenu depuis une décennie un site majeur en France, porté par la mode des jardins et aussi par l'originalité d'un jardin qui est un jardin japonais. Donc vous aurez beaucoup de choses à nous dire parce que vous avez une double expérience qui est à la fois dans l'Aube et dans les Deux-Sèvres et de monuments qui ont des vocations très différentes. L'objectif de cette table ronde est aussi de faire dialoguer tous les acteurs de la restauration des monuments historiques et nous entendrons Juliette Mosdier-Pierre qui est architecte et ingénieure du service culturel et du patrimoine à la CRMH du Grand Est. Alors je vais donner la parole à notre hôte qui va nous raconter son aventure dans cette maison très belle. Très rapidement alors. Bonsoir, je n'ai pas salué tout le monde et c'est aussi l'occasion pour moi de vous dire bonjour et de me présenter puisque Vaud, malgré son ouverture au public, n'est peut-être pas un incontournable dans le département et peut-être que certains d'entre vous ne sont pas venus. Et c'est un bon moment, je pense, pour le découvrir, puisque déjà vous avez un temps magnifique et on a une très très belle soirée qui nous permet aussi de nous retrouver dans ce grand salon, qui est une pièce assez emblématique de l'état du château. L'état dans lequel je l'ai repris, puisqu'en 2015, le château avait été abandonné depuis environ 80 ans. Donc c'est dans un très triste, un très triste état que cette aventure, vous l'avez dit, a démarré, mais elle est bien loin d'être terminée puisqu'on est seulement à la fin du processus de travaux extérieurs. Donc vous avez vu qu'il y avait un échafaudage, ça n'aura échappé à personne. Cet échafaudage est le 3e morceau sur le chantier de Gros Œuvres, qui est inespéré puisque lorsque j'ai acheté Vaud, j'avais donc 22 ans en 2015.
Et c'est évidemment un rêve d'essayer de restaurer ce château, de tout mettre en œuvre pour, mais de là à faire ces travaux au bout de seulement 8 ans, c'était quelque chose que je n'aurais pas pu anticiper, et ça a été grâce évidemment à différentes personnes dont certains sont ici. Je salue la DRAC notamment, la région Grand Est, et beaucoup de partenaires qui nous ont permis en fait de sortir Vaud de l'oubli, déjà par son ouverture au public, et ensuite grâce aux travaux qui ont démarré du coup en 2019. Voilà. Mais évidemment, les premières années, il n'était pas question de démarrer les travaux, il était question de survivre et d'installer une activité pour assurer l'avenir de Vaud et son autofinancement. C'est maintenant chose faite, donc voilà, je suis très fier et très, très heureux de vous recevoir pour échanger avec d'autres projets, d'autres châteaux, et on pourra faire un petit tour pour ceux qui le souhaitent tout à l'heure autour de la maison avec différentes façades et différents aspects de la restauration dont on pourra parler. Merci beaucoup. Je vais donner la parole tout de suite à Guillaume Delpech, qui va nous raconter une autre aventure, mais qui est peut-être comparable à la vôtre, parce que le propriétaire du château d'Dampierre est aussi quelqu'un de très jeune, et qui reprend un château qui a, peut-être que le clou et le couvert étaient moins abîmés qu'il ne l'était ici, mais pour avoir podcasté quelques-uns de ces émissions, on voit que le château est quand même dans un état de désolation très grand pour l'intérieur, et il a besoin de beaucoup d'énergie pour retrouver une âme, ce qu'il est déjà en train de faire. Voilà, vous avez la parole. Alors en effet, quand Anthony Calmont a découvert Dampierre, alors nous sommes amis de longue date depuis Toulouse, quand nous habitions à Toulouse à l'époque. Et de tout temps à jamais, on a partagé cette passion pour les châteaux et pour les monuments historiques. Et je savais qu'un de ses rêves d'enfant, un des miens aussi, mais on n'a pas les mêmes fonds, était d'avoir un château. Et il cherchait en Normandie, en Bretagne, loin de cette région. Et moi, je n'arrêtais pas de lui dire, habitant à Reims, mais regarde ici, il y a plein de choses très très belles dans le Grand Est. Peut-être moins connu, peut-être à sauver, et bam, arrive le château de Dampierre à cette vente aux enchères. Le coup de foudre a été assez immédiat de sa part, de ma part aussi, quand on a découvert le bâtiment. Et du coup, depuis avril 2021, on s'efforce de monter des dossiers avec Juliette notamment pour redonner vie à ce très bel ensemble architectural, puisque comme vous l'avez dit, il y a effectivement 2 époques et 2 types de bâtis sur la propriété. On a un châtelet monumental à 4 tourelles du tout début, de la toute fin du XVIe siècle, pardon, dont le datage est approximatif encore. Et vous excuserez ma voix qui est un petit peu éraillée. Et on a ce très beau bâtiment attribué à Mansart de la fin du XVIIe siècle. 2 architectures qui se font face sur une terrasse d'honneur. Et des bâtiments qui, effectivement, sans être dans un état de péril, ne sont pas dans des états formidables. Il faut savoir quand même que la famille d'Aligny, qui possédait ce château, l'a plutôt bien entretenu pendant les 80 ans où ils l'ont récupéré après leur rachat au début du XXe siècle. Mais il avait été victime d'une vente aux enchères en 1929 ou 1928, je ne me rappelle jamais, qui malheureusement a dépouillé l'ensemble des intérieurs du château, de tous leurs décors, de tous ces décors, les parquets, les cheminées, les portes, jusqu'aux carreaux de sol. Et à l'époque, les propriétaires précédents avaient fait à leur goût et en modernisant un petit peu, de manière plus simple, le château. Donc là, tout le pari de restauration, c'est de redonner un aspect de château de campagne élégant du XVIIe, XVIIIe siècle, et de redonner l'aspect médiéval au châtelet, qui pour l'instant se résume à 4 murs, 4 tours et 3 pièces et un toit. Et dans les projets d'Anthony, donc de restauration de ce bâti, d'une part, c'est cette fascination qu'il a pour les monuments historiques et cette envie de redonner vie à un bâtiment ancien qui était en déperdition, malheureusement. Et c'est aussi, un peu à cause de mon influence, étant musicien, l'envie d'en faire un endroit de culture dans un territoire où il y a malheureusement peu de choses.
et d'y amener des concerts. Le premier concert aura lieu dimanche, d'ailleurs à 16 h. C'est un concert gratuit d'un ensemble rémois de chanteurs a cappella. D'y amener des concerts, des résidences d'artistes, peintres, dessinateurs, musiciens, écrivains. Et tout cela va être de plus en plus possible, plus la restauration va avancer. Merci. Alors, je raconte mon expérience. Alors, comment commencer? Je vais déjà commencer par la fin. Donc, pourquoi je suis venue à Saint-Benoît-sur-Vanne? Parce que je suis d'origine bourguignonne. Mes enfants habitent dans la région de Sens et on cherchait avec mon mari un château plutôt familial. Donc, on a connu Saint-Benoît, on l'a racheté il y a 3 ans. Il était en bon état. Parce qu'avant, il appartenait à la famille Bertrand qui avait fait une restauration sur 20 ans. Mais pendant le Covid, j'étais là-bas toute seule et je suis tombée sur le moulin qui fait partie de la propriété. Et là, j'ai fait un pari en disant je restaure le moulin. Ce moulin a tellement nourri de personnes il est du 17e. Et je me suis dit on ne peut pas le laisser tomber comme ça. Donc depuis 2 ans, avec M. Maël, qui est l'architecte qui est avec moi, nous avons entrepris la restauration de ce moulin. On envisage aussi et ça c'est des grandes difficultés administratives, c'est de produire de l'électricité pour être autonome, puisque le château est encerclé de doubles douves qui sont en eau, mais il est alimenté aussi par la vanne. Et donc la vanne passe dans ce moulin et on pourrait produire quand même pas mal d'électricité. Mais c'est très très compliqué administrativement. Pour ce qui est du château, donc c'est vrai que j'ai une expérience dans les châteaux. J'ai un château qui est dans le Maine-et-Loire, qui s'appelle le château Colbert de Molévrier. Pourquoi Colbert? Parce que c'était le frère du grand ministre qui a eu ce château par sa femme. Et c'est un grand château qui est transformé en hôtel-restaurant. Il a subi de gros dégâts pendant les guerres de Vendée parce que là habitait un général vendéen dans le château qui était le régisseur du château des Colbert et qui, colonnes infernales, sont passés. Ils ont mis son nom parce qu'il est... Tureau. Non, mais c'est Stofflet. Ah, c'est Stofflet, oui. Qui était le seul général vendéen qui n'était pas vendéen, qui était lorrain. Oui, en fait, oui. Il était venu là par les Colbert. Donc ce château est resté dans la famille Colbert jusqu'en 1883. Il n'y a plus de descendance. Après une riche famille de Cholet, des industriels choletais, mais qui étaient dans le tissage. À l'époque, tout le monde connaît le mouchoir de Cholet. Et ont racheté ce château et ils l'ont modernisé parce qu'entre-temps, quand même, le dernier Colbert avait reconstruit le château, resté de l'incendie que les murs. Donc il a été reconstruit dans les années 1810-1820, mais Alexandre Marcel, quand il vient pour la restauration du château, 1900, on veut l'eau courante, on veut le chauffage, on veut ce qu'il y a de plus confortable. Et lui entame une grande restauration. Et dans le parc qui jouxte le château, c'est un architecte qui est très peu connu, Alexandre Marcel, mais qui a fait l'exposition universelle et a ramené des éléments d'exposition universelle, et ce qui a fait que ce jardin devient, il l'a orientalisé, on va dire, et le jardin maintenant est le plus grand parc de style japonais d'Europe. Donc moi, pour le château, en fait, quand je l'ai récupéré il y a une vingtaine d'années, que précisez bien, le château et le jardin ont été séparés. Séparés en 1976. Voilà, oui. Le jardin maintenant est à la commune. Voilà. Donc moi, je suis propriétaire du château en 2001. Il est déjà transformé en hôtel-restaurant, donc il a une activité économique, mais une partie a été brûlée. Donc aussi, j'ai connu les échafaudages comme là pendant 15 ans. En étant toujours hôtel et restaurant, c'est assez pénible, mais c'est une expérience. On l'oublie vite, mais c'est toujours trop long. Et donc, je me suis occupée d'abord de la restauration extérieure, parce que c'est en tuffeau, c'est une pierre quand même qui est assez fragile, parce que je dépends aussi du bout des châteaux de la Loire. Et
Et ensuite, je me suis attaquée aux jardins. Parce que les jardins, il ne faut pas les oublier, c'est très porteur, c'est à la mode, il y a un engouement pour les jardins, il y a beaucoup de touristes, enfin, il y a beaucoup de touristes qui viennent pour les jardins japonais. Donc, dans le château, j'avais récupéré des plans du 18e du potager. Donc, je me suis lancée dans la restauration du potager, ça a mis 18 mois. 2 ans après, on était le plus beau potager de France. 5 ans après, on était jardin remarquable, à nouveau plus beau potager de France. Donc ces prix nous ont amené quand même drainer une clientèle qui pointue dans les potagers, mais avec le parc oriental, à côté, ils faisaient coup double. Ils avaient un jardin japonais, ensuite un potager. Et aussi économiquement, tous les légumes du potager montent au restaurant. Je ne veux pas dire que tous les légumes dans l'assiette sont du potager, parce que quand on fait 50 couverts midi, 50 le soir, il faudrait des hectares de potager, mais au moins tout va là-bas. Enfin, et aussi on peut dire que la clientèle est ravie de descendre dans le potager, soit avant le repas, soit après, parce qu'ils reconnaissent des légumes, des fleurs, des choses qu'ils ont dans leur assiette. Je pense que c'est comment je veux dire, une voie à prendre. Les jardins, c'est vraiment porteur. Voilà. J'ai la chance aussi d'être à côté du Puy du Fou, qui draine aussi quand même pas mal de gens, de clients, parce que je suis à 25 minutes. Puis la Vendée, c'est dynamique, quoi. Alors je vous remercie de nous parler de Château Colbert, même si ça nous éloigne de l'Aube. Voilà, mais je suis content que vous l'évoquiez, parce que les intégristes du patrimoine ont tendance parfois à dénoncer un peu le détournement de fonction, en disant un château, s'il a vocation à être un château et pas un hôtel. Alors je pense qu'il faut toujours trouver. Alors là, non, parce qu'un château, ça doit vivre. Exactement. Mais moi, vous prêchez un convaincu. Je pense que de toute façon, quand il n'y a pas un projet lourd derrière un château, on ne peut pas mettre un monument. On en a un très bel exemple avec Villers-Cotterêts. Moi, je suis très heureux que notre président de la République se préoccupe de Villers-Cotterêts. J'avais publié il y a 30 ans un article sur Villers-Cotterêts qu'il fallait sauver, mais tant qu'il n'y avait pas de projet lourd, on ne pouvait pas le faire. Signalons tout de même que vous avez également des décors à l'intérieur de très belle qualité, dont la préservation n'est pas incompatible avec votre activité hôtelière, et qui ont fait l'objet d'un très beau livre. Guy Massin-Le Goff, qui a été conservateur des antiquités et d'objets d'art du Maine-et-Loire pendant très longtemps, donc qui aurait été d'une sévérité extrême si vous n'aviez pas pris soin de ces décors. Alors, je voudrais quand même que vous conserviez encore, au moins brièvement, la parole pour nous donner quelques précisions sur ce projet qui n'est pas quand même très commun, de créer une centrale électrique dans votre parc. Alors, l'idée, on peut se dire que l'électricité étant une énergie renouvelable, vous êtes totalement dans l'air du temps, mais pourquoi vous avez l'air d'avoir... pourtant, vous avez l'air d'avoir des difficultés et pas forcément le soutien. Alors que c'est un sujet délicat. Parce que quand on veut produire de l'électricité, déjà, je pense qu'il y a des gros lobbies qui ne sont pas pour, je veux dire... EDF, je prends de l'eau, c'est de la vanne, pourtant la vanne. Enfin, je trouve que c'est dommage parce que quand on a un moulin, on fait de l'électricité, on prend de l'eau, on la rejette la même quantité sans la traiter. Il n'y a rien de plus écologique. J'ai rencontré un monsieur qui s'occupe justement de remettre en fonctionnement des moulins pour produire de l'électricité. Il m'a dit qu'en France, il y avait 200 000 moulins. Il n'y en a plus que 20 000 en activité. Enfin, qui pourraient être en activité. Si les 20 000 fonctionnaient, ça serait la capacité d'une centrale atomique. Non, mais je trouve qu'on marche sur la tête. Oui, mais justement, je trouve que c'est étonnant que ce n'est pas quelque chose que l'opinion publique connaît bien. J'aimerais que la politique, un jour, dise « Allez, on y va à l'Assemblée, et puis on défend les moulins ». Il y a pourtant des fédérations... Et comment vous faites pour faire avancer le dossier ? Attendez, il faut déjà trouver le droit de fonder en titre, le droit de fonder sur titre. Après, prouver que le moulin existait bien avant la Révolution. Après, alors les turbines, ils ont l'impression qu'on met des hachoirs à poissons. C'est incroyable, quoi. Et puis, il y a la police de l'eau. Alors là, attention, c'est
C'est vous- terrible. oui. Est-ce que vous avez, parce que ça nécessiterait quand même de votre part des investissements importants Bien sûr. que vous pensez pouvoir rentabiliser par la production d'électricité? Est-ce que vous avez, le sens de ma question, est-ce que vous avez l'impression que c'est un investissement qui peut à terme être rentable? Oui, peut-être l'investissement, peut-être au bout d'une dizaine d'années, mais moi, c'est même l'engagement écologique que je vois là-dedans. C'est dire, je produis l'électricité, je suis autonome, et puis Et vous n'essayez pas d'avoir le soutien d'élus écologistes, d'associations. Enfin, on est tellement envahi par le discours écologiste je préfère partout. tous ces éoliennes. Voilà. Oui. Et puis moi, j'ai la vanne, et la vanne alimente pratiquement un tiers de Paris. Alors, attention. Ah oui. Je propose que vous passiez le micro à Monsieur de Tène. Alors, à la différence des 3 intervenants précédents, vous n'avez pas choisi d'acheter un château. Vous le maintenez par devoir, par goût bien sûr. Alors, nous attendons votre... Oui, si je j'ai suis, bien compris, c'est un château qui avait été, qui est dans votre famille depuis 2 siècles. Vos parents se sont donné beaucoup de mal pour le développer, enfin créer une activité économique avec le vignoble, et vous êtes la 2e génération à redonner, à prolonger cette seconde vie qui a été donnée au château dans le courant du XXe siècle. Voilà, comme quoi la vie est simple. Il suffit de s'y mettre. Oui, donc en fait, ce château est dans la famille depuis 1802. Ce château est peut-être un des plus vieux châteaux de l'Aube, puisque sa première date de construction, en tout cas son départ, date de 1085. L'intérêt, c'est qu'on a en fait la liste de tous les propriétaires depuis ce temps-là. Et cette liste de propriétaires est indicative du fait que ces châteaux changeaient souvent de propriétaire. Nous, étant là depuis 1802, nous sommes la famille qui est là depuis le plus longtemps dans la vie de ce château. L'autre caractéristique de ce château, c'est qu'en fait, il a plusieurs époques de construction, puisque ça a été d'abord et avant tout un château fort, dont l'objectif était de créer une cour fortifiée dans laquelle les gens du village pouvaient se réfugier si le village était attaqué. Cette notion est importante parce qu'on se sent très très ancré dans la vie du village et de faire partie de cette communauté villageoise. Et c'est en anglais, un des drivers de notre activité qui est de garder ce château et son parc ouvert au public, pas uniquement d'un point de vue économique, mais aussi pour pouvoir le partager. Dans ce sens-là, on organise des activités culturelles, que ce soit des pièces de théâtre, des concerts. Cette année, on a signé un partenariat avec l'École nationale des beaux-arts de Reims pour initier des expositions annuelles, avec l'idée que les étudiants viennent s'inspirer du lieu, créer des œuvres d'art que nous exposons pendant l'été. Il faut aussi faire vivre ces propriétés, c'est vrai. Quand mes parents ont repris cette propriété en 1967, il y avait des travaux très importants de toiture, et les parents ont mené une double action, aussi bien sur la propriété que remonter un vignoble, pour pouvoir, comme vous le savez, l'Hérissé est le village qui a le plus grand territoire de vignes d'appellation Champagne en France. Et donc ça a permis de développer une activité économique. Cette activité économique, elle se partage au fil des successions. Et donc ce que les parents ont pu faire grâce aux vignobles existants, nous maintenant, on doit aussi trouver des moyens de faire vivre économiquement cette propriété. Et donc en parallèle des activités culturelles, des activités, je dirais, qui n'ont pas l'intention d'être économiquement profitables, on a aussi une activité plus commerciale de mariage, de réception, de choses diverses et variées. Voilà. La différence peut-être avec mes 3 autres amis, c'est qu'il y a une dimension affective extrêmement forte dans cette maison, puisqu'on y a les traces des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents. On se sent vraiment chez nous, ce qui fait que ce château est aussi notre maison.
c'est le cœur de ma famille. Et donc pour ça, c'est aussi une dimension très importante. Donc il faut qu'on trouve l'équilibre entre l'ouverture au public, l'ouverture commerciale et une vie familiale harmonieuse. Et c'est pas toujours facile de garder cet équilibre entre avoir beaucoup d'activités commerciales le week-end et en même temps garder la capacité de recevoir vos nombreux enfants et les petits-enfants existants et les petits-enfants futurs. Voilà. En plus de la maison, il y a un parc classé qui demande beaucoup de soins et d'attention. Et ça garde l'esprit ouvert et le rein souple pour ceux qui s'y collent. Voilà. Alors, rechercher des ressources pour le fonctionnement de la maison est d'autant plus nécessaire, enfin, vous l'avez suggéré, mais je le précise, qu'à la différence de vos parents, vous n'avez plus l'ensemble du vignoble. C'est-à-dire que le problème, c'est que les héritages jouent le rôle aussi de hachoir, et comme les anciennes familles ont souvent une démographie dynamique, ce qui est une très bonne chose pour la continuité de la famille, ça ne facilite pas les héritages. Et donc vous avez ce projet vous avez développé l'activité de réception, mais votre épouse me disait au téléphone que vous avez un projet d'extension de la visite du château lié à la restauration d'un ensemble de peintures importants. Alors peut-être pouvez-vous nous en dire quelques mots? 2 mots, en fait, ce château est classé pour ses décors peints. Et donc nous venons d'entreprendre une étude approfondie pour répertorier et analyser finement tous ces décors peints. Ces décors peints ne sont pas des décors de décoration, sont essentiellement des décors qui sont liés au mariage des familles qui se sont succédées dans ce château, c'est-à-dire qu'on trouve des traces des armoiries des familles et des mariages successifs. Et donc on lit aussi l'histoire de ce château simplement en levant la tête et en regardant les plafonds. Et donc on a des peintures qui datent du fin 14e, 15e, 16e siècle et qu'on peut relier avec la liste des propriétaires. Ces peintures vont faire l'objet de restauration. Et dernière caractéristique, nous avons à l'extérieur des murs, des enduits tels qu'ils existaient au XVe siècle, qui sont des enduits de couleur. On oublie toujours qu'au Moyen-Âge et jusqu'au XVIe siècle, on vivait dans un univers extrêmement coloré, comme étaient les statues à l'extérieur dans des églises et des cathédrales. Et des maisons comme celle de Rissé, en fait, si vous venez volontiers, on vous montrera les traces d'un enduit dans les rouges ocre, en fait, qui couvrait l'ensemble de la façade. Et cet enduit, il y avait un faux appareillage de pierre ou éventuellement de briques. Donc on s'intéresse aussi beaucoup à ça. Et, grâce au support de la DRAC, j'espère que nous pourrons avancer dans les projets de restauration. Voilà. Alors les pouvoirs publics sont aussi importants parce qu'ils apportent un financement, ils apportent des compétences, ils apportent un contrôle qui est nécessaire parce que ces monuments sont des monuments qui ont une longue histoire et qui doivent être restaurés dans les règles de l'art si on veut aussi qu'ils durent. Et quand s'ajoute à la compétence, un contrôle nécessaire, la bienveillance, en général, ça aboutit à une harmonie complète entre les propriétaires et les pouvoirs publics. Alors, je suis heureux de donner la parole à Juliette Mosdier-Pierre. Vous êtes à la fois architecte, donc vous connaissez très bien tous les problèmes de restauration, et vous vous occupez des services culturels, donc vous contribuez à la mise en valeur et à l'exploitation aussi des monuments historiques. Alors, que pouvez-vous nous dire sur ces monuments que vous connaissez bien et sur votre travail? Alors, en effet, j'essaie de contribuer à cela. C'est pas évident tous les jours.
Vous l'avez assez bien résumé, donc j'ai une formation d'architecte, ce qui me permet de comprendre assez rapidement où sont les pathologies de ces vieilles bâtisses. Depuis mon plus jeune âge, je crois que je navigue au milieu des monuments historiques, donc c'était plutôt évident pour moi que de finir, on va dire, dans les services déconcentrés du ministère de la Culture, donc la Direction régionale des affaires culturelles. Vous l'avez cité en introduction, le service dans lequel je travaille n'est pas le service habituel avec lequel vous pouvez travailler ou collaborer, qui est l'architecte des bâtiments de France. Je travaille pour un autre service qui est celui de la conservation régionale des monuments historiques. Donc nous sommes effectivement garants de la correcte restauration des monuments qui constituent votre paysage quotidien. Donc ça nécessite un contrôle de la part des services publics de l'État, délivrer des autorisations de travaux, des permis de construire sur ces monuments, accompagner les architectes qui établissent les projets de restauration et définissent les grandes lignes du monument, et bien évidemment, au-delà de veiller à une correcte restauration des lieux, c'est avant tout accompagner les maîtres d'ouvrage dans des projets de réutilisation de ces monuments, parce que vous l'avez très bien dit, la vie des châteaux il y a 100, 200 ans n'est plus celle d'aujourd'hui, et on doit faire avec tout en respectant ces lieux. Donc il ne faut pas être trop non plus bloqué dans des carcans administratifs. Et il faut accompagner les propriétaires dans leurs projets et veiller avec beaucoup de bienveillance à les soutenir. Et effectivement, ce soutien passe également par des aides financières que l'État apporte. Donc tous les ans, le ministère de la Culture a une dotation qui est dédiée aux monuments qui n'appartiennent pas à l'État. Et on essaye de répartir équitablement les sommes qui nous sont allouées. Donc j'ai la chance de travailler avec 3 des propriétaires présents autour de cette table, et donc de voir l'évolution de ces différents châteaux, et c'est un plaisir, c'est une vraie chance que d'avoir cette opportunité. Alors, je donnerai bientôt la parole à la salle, mais il y a une question que j'ai envie de vous poser à tous. Alors, je suis à la fois historien et sociologue, j'ai beaucoup travaillé sur les anciennes élites et les propriétaires de châteaux, et je m'intéresse aussi au regard, au château, à l'image du château dans le regard de l'autre. Est-ce que vous avez le sentiment que le château a une image différente maintenant dans le regard de vos visiteurs? Le château, c'est de l'histoire, c'est de l'espace, c'est du luxe. Maintenant, de plus en plus, l'opinion publique prend conscience que c'est aussi beaucoup de travail, pas mal de soucis. Est-ce que vous voyez, vous qui avez une expérience de 20 ans à Colbert, vous, monsieur de Tène, qui avez déjà vécu dans un château pendant toute votre enfance, peut-être, monsieur de Tène, pouvez-vous reprendre le micro, est-ce que vous voyez un changement lié au fait qu'il y a un intérêt peut-être plus grand pour la campagne, un intérêt plus grand pour le patrimoine? Est-ce que vous voyez un changement chez vos visiteurs? Je dirais que parmi les visiteurs qui viennent, la majorité ont chez nous un intérêt pour le patrimoine. En ce sens, ça ne change pas en fait. D'année après année, on a le même profil de visiteurs. Je pense que si vous ouvrez votre château avec d'autres choses, où le château n'est plus uniquement l'objet de la visite, mais que vous organisez des jeux pour les enfants, des animations pour les adultes, à ce moment-là, vous attirez un autre type de visiteurs. Mais fondamentalement, avoir des gens qui viennent uniquement pour le patrimoine, malheureusement, je pense que c'est une très faible partie de la population française. Et même localement, moi je rencontre encore des gens qui habitent à 20 km de Rissé et qui me disent « Ah mais je ne savais même pas qu'il y avait un château à Rissé ».
des gens qui sont natifs des villages voisins. En fait. On fait face quand même à un déficit de curiosité culturelle. Et vos visiteurs, vous les voyez? Les visiteurs du jardin, c'est en visite libre, donc vous ne les Oui, mais alors ils sont toujours très très contents de nous croiser, et quand ils nous croisent, on passe une demi-heure à leur raconter l'histoire. Ça se passe toujours très bien. Mais je pense que le succès va au-delà de simplement être un château avec une jolie histoire. Il faut créer des événements, il faut animer l'histoire, il faut montrer que la culture peut être drôle. Ça se passe très bien ici avec des jeux pour les enfants. Enfin, on a commencé à faire ça à la maison aussi. Mais sans stricto, je pense que le patrimoine n'est pas un facteur attractif fort. Alors justement, vous, Édouard, qui appartenez à une famille qui est quand même très connue en France, en particulier à cause de la Ferté-Saint-Aubin et de Saint-Fargeau, que votre oncle et votre père ont sauvé. Et puis, vous avez un père qui a eu des monuments et qui a restauré des monuments un petit peu partout en France. Quelle image vous ressentez du Châtelain dans le regard du public? Alors, la première chose que je dirais sur cette appellation, c'est que je la déteste, puisque je l'entends tous les jours et je ne m'identifie pas à ce mot. Je crois que je ne m'y ferai jamais. Parler d'un châtelain, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. On est tous ici, tous concernés, je crois, mais lorsqu'on a un château, on ne peut pas dire qu'on mérite ni une appellation, ni une reconnaissance du public ou des gens. Ce qui est important, c'est de communiquer, je trouve, aux visiteurs ce qu'on veut pour le château, pour chaque maison que nous restaurons, et d'expliquer un petit peu la démarche en ayant des mots qui parlent aux gens, des thèmes de visite, comme vous l'avez dit, monsieur, tout à l'heure, qui soient très proches des gens. Vaud, c'est 35 000 visiteurs par an. Sur 35 000 visiteurs, alors je ne fais pas de sondage parce que je suis un piètre gestionnaire et je n'ai pas de logiciel de caisse, etc. Mais j'essaie d'ouvrir un maximum de temps pendant l'été et pour donner à Vaud un maximum la possibilité d'avoir du monde. Et je sais qu'on a, même sans des statistiques précises, on a 80% du public qui est un public au bois. Et pourquoi on capte ce public au bois? Eh bien parce qu'on a essayé au bois. Ah oui. Donc un public local, public de notre département qui est l'Aube. Et ces gens-là sont pour la plupart citadins, ils vivent à Troyes. D'autres sont des gens de la campagne, ils vivent à 5-10 km. Mais c'est des gens pour lesquels on arrive à répondre à un déficit d'offres locales. Il y a Nigloland bien sûr qui a une réussite magnifique, mais qui est un parc d'attractions, qui n'a rien à voir avec un château. Et je pense que les châteaux peuvent et doivent tendre un petit peu vers ces animations pour sortir du produit culturel brut, qui malheureusement est désuet aujourd'hui. Alors je ne suis pas vieux, mais j'ai connu mes parents effectivement à Saint-Fargeau, la Ferté-Saint-Aubin et dans d'autres maisons. Et je les ai vus galérer, je les ai vus échouer. Et on a déménagé 4 fois quand on était petit, parce que c'était à chaque fois des aventures où on redémarrait de zéro et où il fallait atteindre un autofinancement à tout prix. Ce qui est un petit peu terrible, puisque on n'est plus dans une maison de famille, mais on est dans un projet entrepreneurial. Et nous, en fait, à notre génération, ce qu'on veut, c'est expliquer aux gens quelle est notre démarche, pourquoi on est là et grâce à qui on y arrive. En l'occurrence, quand on explique aux gens que c'est grâce à eux qu'on met une ardoise tous les jours sur le toit, et c'est la vérité, c'est une vérité qui est très imagée ici, puisqu'on en a changé 2000 mètres carrés en 3 ans, mais les gens comprennent assez aisément qu'en fait, en venant passer un bon moment, on participe aussi au sauvetage ou à l'entretien, ou les deux, d'un chef-d'œuvre en péril ou d'un monument historique. Voilà, donc l'objectif, c'est de tendre un maximum, je trouve, à développer ces animations et de ne pas faire de la culture quelque chose de trop élitiste, puisqu'aujourd'hui les gens, quand vous sponsorisez une annonce sur Facebook ou sur Instagram pour avoir des visiteurs à un événement, il ne faut pas trop leur parler de concerts de musique classique, c'est triste, j'aime beaucoup la musique classique à titre personnel, mais si on veut de la rentabilité et de l'animation et du monde dans ces maisons, il faut s'ouvrir aux gens et toucher des thèmes qui sont un petit peu plus universels, comme celui du cinéma, comme celui des jeux. Voilà. Alors ça n'empêche pas de rester traditionnel, on a des jeux en bois, on a un Cluedo géant qui est un petit peu comme un escape game. Et dans cet escape game, vous cheminez dans 30 pièces qui ont été restaurées et dans lesquelles vous avez le droit de toucher à tout. Alors c'est à vos risques et périls,
mais tous les soirs on remet beaucoup de choses qui ont bougé, qui ont été abîmées. Et à vous de trouver des objets qui ne soient pas forcément trop fragiles ou originaux. Mais en fait, quand on arrive à donner une partie du rêve aux gens, celui sur lequel on vit, eh bien, je trouve qu'en fait, c'est des théâtres assez formidables pour créer des animations et pour emmener les gens dans une belle journée. Et quand en fait le bouche à oreille opère, on passe de 5 000 la première année à 35 000 cette année. Oui, Visiteurs. Et ce qui est énorme, 35 000 c'est quand même... Mais c'est une micro-échelle. Pâlir de jalousie énormément de propriétaires. Parce qu'il y a des châteaux qui font beaucoup plus, mais on est dans un département qui est en plein essor, et ça fait aussi partie du projet et comment dire, de mon challenge. C'était aussi de dire, je ne connais pas ce département, mais je mise dessus, j'aime ce secteur rural, j'aime l'architecture qui nous entoure, et on va essayer modestement et à ma petite échelle de développer un petit peu le secteur autour du château, parce que les châteaux avaient une vocation, et ça je le crois plus que tout, à faire vivre aussi une petite partie de leur région, que ce soit le village, que ce soit les environs très proches. Les gens travaillent ici, viennent ici, font la fête ici, se marient ici, viennent à des concerts de musique électro, viennent à une fête de la chasse. Du coup on arrive à capter un public qui est aussi large que très varié. Et ça, je pense que c'est le début d'une réussite si on veut ouvrir et faire connaître ces projets. Et vous pensez que l'escape game a joué un rôle très important dans le passage des 5 000 aux 35 000 Oui. Alors l'escape game en soi dans les châteaux, c'est pas un scoop, il y en a partout. Nous, on l'a fait à Bridoire en Dordogne, chez mes parents. Moi, pour la petite histoire, j'ai pas passé mon bac parce que j'ai arrêté en première littéraire, j'étais nul à l'école, voire j'étais pas très concentré du tout. Et donc j'ai arrêté à 17 ans et il a fallu que j'aille restaurer un château dans le Périgord pour mes parents pour me rendre compte que c'est ce que je voulais faire. Et dans ce château, on a créé le château des jeux. Donc on est passé de 0 visiteur à 55 000 la première année, puis 70 000. Et après c'est la Dordogne, vous me direz, mais il y a eu les jeux. Et ensuite, après, il y a eu cette idée de dire pourquoi en ville on va jouer un escape game dans une boîte en placo avec un décor reconstitué et on paye 30 €. Pourquoi on ne viendrait pas visiter un château à 10 € avec des décors vrais et avec une histoire qu'on renouvelle pour fidéliser le public. Donc finalement, voilà, on n'a rien inventé, mais c'était l'idée de surfer sur cette vague. Donc des escape games par exemple, il y en a d'autres. Oui. Et les autres animations que vous faites sont de quel type ici ? C'est de l'événement pur et simple, c'est des événements extérieurs. On a fait un festival de musique il y a 2 ans qui a bien marché, qu'on a renouvelé l'année dernière qui n'a pas assez bien marché, puisque la programmation artistique évolue et coûte cher. Et donc voilà, à partir du moment où le modèle est déficitaire, je pars du principe qu'on n'a rien à prouver au public. Je pense qu'on est là pour les monuments et on n'a pas besoin de mentir aux gens. Si un modèle est déficitaire, eh bien on reste une petite organisation, très petite d'ailleurs, privée, qui n'a pas de subvention dans le fonctionnement et qui doit être rentable pour le bien du château. Donc j'ai expliqué aux gens qu'on ne refaisait pas ce festival, mais qu'on ferait d'autres événements. Il y a eu la fête de la chasse qui a vraiment été un tremplin pour Vaud. Ça a été 13 000 entrées la première année sur une journée. Et cette année, on a plutôt 5 000 visiteurs. Mais chaque été, on a ce rendez-vous qui est plus véritablement une fête de chasse, mais qui est la fête de Vaud. Et les gens l'ont appelé comme ça et ça m'a fait infiniment plaisir. C'est une vitrine pour Vaud. Bien sûr. Et cette fête, ça se passe comment ? C'est une fête à l'extérieur qui se passe sur environ 7 hectares de parc, où vous avez un bal-trap, vous pouvez tirer des plateaux en argile à l'arrière du château pour vous entraîner si vous êtes chasseur ou simplement si vous êtes curieux, que vous avez envie de tirer avec un fusil. Vous avez des exposants toute la journée, donc un petit peu comme au Game Fair, mais toute proportion gardée. Il y a une 40aine d'exposants dans la cour d'honneur. Vous avez des spectacles en continu avec des gens qui viennent de partout, de toute la France, présenter leur savoir-faire de dressage sur des chiens de chasse, sur des équipages de vénerie. Ce sont des sujets aussi assez clivants que j'aime à défendre, parce que je suis veneur par ailleurs, j'aime la chasse à course, c'est peut-être pour ça que j'ai acheté cet endroit. C'est que la forêt et tous les crins qui entourent le château rappellent un peu une autre époque. C'est le problème de ce mode de chasse, mais il faut communiquer dessus, il faut en parler. Et quand on a 10 000 visiteurs dans la cour, c'est formidable, parce que à la fois je sauve mon château, mais en plus je communique sur des modes et des pratiques qui sont très ancrés dans la ruralité partout en France, mais qui sont méconnus du public citédin. Donc c'est une fierté de le défendre et il faut le faire vivre. Donc on présente en musique beaucoup de choses qui finalement font sourire les gens et qui démystifient ces sujets-là et qui attirent des foules. Merci. Alors Guillaume, j'aimerais bien vous rendre le micro.
quel est le regard du public sur le Châtelain? Le premier regard, ça a été le regard du village. Oui. Quand Antony est arrivé à Dampierre, et le regard surpris aussi de pouvoir accéder au château très vite, puisque la volonté d'Antony a été surtout quand en 2021-2022 et même cette année en 2023, le château pour l'instant de grands travaux n'ont pas commencé, donc c'est assez facile de donner accès à plein de choses. La première année a été la plus folle, on ne s'attendait pas du tout à avoir 1000 personnes, alors nous c'était 1000 mais c'était déjà beaucoup parce qu'on était 2. Et on a juste ouvert les grilles et d'un coup on a vu des voitures se garer partout à l'extérieur du château et des dizaines de personnes rentrer, nous poser des questions, passer dans tous les escaliers, ouvrir toutes les portes. On avait tout ouvert. J'étais pas là lors du nettoyage, mais Antony avait passé beaucoup de temps à enlever les toiles d'araignée et à chasser les chauves-souris du dernier étage. Et du coup, ça a été le premier regard important, c'était le regard de ces gens-là qui connaissaient ce château, puisque c'était les gens de Dampierre, mais contrairement à votre château, Dampierre était resté, hormis une petite trentaine d'années avec l'histoire du vicomte Beuret, Dampierre était resté pendant 500 ans dans diverses branches de la même famille. Et cette famille, Rosine de Balmain, qui est encore au château, qui est encore à Dampierre, qui a grandi dans ce château, cette famille avait une grande fierté à avoir cette maison, mais en même temps une grande pudeur. Donc on pouvait venir pour faire des photos de mariage, mais les habitants du village ne rentraient dedans que quand il y avait des travaux à faire ou quand il y avait du ménage. Et du coup, d'un coup, on ouvre les portes, tout le monde est rentré et tout le monde a cherché à savoir qui est Antony, pourquoi, qu'est-ce qui va se passer, que va devenir le château. Et c'était un regard curieux, bienveillant. Beaucoup de gens ont dit qu'on était fous aussi, parce que jeune aussi, Antony était très jeune quand il a acheté ce château, il est de 85, donc il avait 36 ans. Et ça, ça a été le premier regard. Et le deuxième regard important, c'est que Antony est quelqu'un qui a un charisme immense, qui est passionné par le patrimoine, qui a cette espèce de sens du devoir, qui fait une très belle carrière, qui travaille très bien, et qui du coup se dit qu'avec ses moyens, il peut sauver, participer à la restauration et à la préservation d'un petit micro-bout du patrimoine français. Et avec ce grand charisme, il a commencé à faire des vidéos, et donc il y a une chaîne qui lui est dédiée sur ce château, sur Internet, sur YouTube, une chaîne pour le château de Dampierre avec Olivier Scheitzer. Et ce deuxième regard, c'est tous ces gens dans le monde entier qui ont commencé à lui écrire, à nous écrire, des États-Unis, de Chine, d'un peu partout, et qui étaient fascinés par le fait, et je pense qu'ils doivent être aussi fascinés par votre projet, le fait qu'un jeune ait envie de se lancer dans une expérience de restauration et de préservation comme ça d'un bâtiment historique. On pourrait se dire, si on ne connaît pas Antony, on pourrait se dire qu'il pourrait avoir une maison au Cap Ferret et un bateau à Monaco. Non, il voulait un château en campagne. Et ça, ce deuxième regard aussi très curieux, très bienveillant, avec beaucoup de questions sur le patrimoine, sur l'histoire du bâtiment. Et là, on a 1000 ans d'histoire à Dampierre, donc on a 1000 ans de choses à raconter. Et Jean-Michel a écrit un article aussi formidable sur l'histoire de Gérard Montefiore que je vous conseille de regarder si vous pouvez le lire. Parce que ce château a une histoire extraordinaire sur 1000 ans jusqu'au XXe siècle. Il s'est passé des choses complètement dingues. Donc nous, on est juste là pour transmettre. Et comme ces gens sont tous intéressés. La question du châtelain, je reprends ce mot, c'est une étiquette qu'on a tendance à mettre, le nouveau châtelain de Dampierre, un jeune châtelain. Déjà, c'est un mode de vie c'est un mot qui correspond à un mode de vie qui ne correspondrait pas à Antony. Voilà. Est-ce que c'est compréhensible ce que j'ai dit ? En fait, le mot, alors je sais bien que à la demeure historique, le mot est banni, remplacé par propriétaire gestionnaire. Bon, dans l'un de mes livres, je trouve que ce mot est tellement laid. Enfin, c'est propriétaire gestionnaire. Propriétaire gestionnaire, c'est pas très beau. Enfin, je sais bien mais je crois qu'il n'y a pas de mot en fait encore. Parce que châtelain. Maintenant dans le TGV, pendant toute la période du Covid, les personnes qui étaient très dévouées venaient ramasser les papiers pour que rien ne soit dans les poubelles. On les appelle les hôtesses de propreté. Alors, je sais bien que les mots n'ont plus. Technicien de surface. Voilà, mais le mot châtelain est un mot qui, voilà,
Châtelain, Oui. il y a château, mais c'est vrai. C'est l'image qu'on lui donne aujourd'hui. Ça renvoie à un mode de vie qui n'est plus le. C'est ce qui gêne dans le mot. Mais en qui fait, renvoie à un mode de vie même qui est pas. dans les imaginaires. Un mode imaginaire de Voilà. vie qui a été Voilà. nourri aussi par 50 ans de films, 50 ans d'esthétique cinématographique ou de séries télé. Oui. Quand on regarde Gilded Age, quand on regarde Downton Abbey, quand on regarde ces films et ces séries, on imaginerait presque que c'est encore comme ça. Mais ça n'est pas vrai. Et du coup, et puis en plus, il y a quand même beaucoup de choses fantasmées dans ces. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses fantasmées. Si vous allez à New York et que vous visitez les mansions à Newport, vous allez vous apercevoir que ça n'a pas duré très longtemps cette époque-là. Donc Châtelain, il y a tout un imaginaire derrière qui. En fait, c'est juste avoir une grosse maison et devoir prendre soin d'une grosse maison avec beaucoup plus de fenêtres et avoir besoin d'aide pour que ces fenêtres ferment. C'est vraiment aussi ça. Et effectivement, d'avoir les ardoises sur le toit. C'est plus ça. Alors vous, Dominique, comment voyez-vous depuis 20 ans une évolution du regard qui peut être porté sur... J'aime pas Châtelain. Alors vous êtes à la fois châtelaine souvent, et hôtelière. souvent ça m'arrive, je suis dans le jardin, j'arrête chez les mauvaises herbes, et puis il y a des gens qui disent « c'est à qui château ?» Alors je leur dis « mais à moi ?» Ils me regardent ahuris, ils disent « ah, vous plaisantez ?» Et je leur réponds « mais il faut que je me balade avec une couronne sur la tête pour que vous me croyiez ?» Ben si, c'est à moi, il faut mettre la main à la pâte et tous les jours il faut amener de l'argent, il faut remplacer une fenêtre, une porte, et il faut vivre, et puis c'est la réalité. Là, on est dans la réalité maintenant. Le château, c'est plus... Il faut qu'il quitte. Voilà, il quitte son passé et il avance aussi. Et nous, on n'est qu'un témoin, enfin un passeur d'histoire, mais il va nous survivre. Donc on est là et on essaye de lui faire passer du bon temps, enfin de le restaurer, qui continue sa vie, mais bien, quoi. Mais je veux dire, ah non, Châtelain, moi je déteste ça. Et vous, Juliette, donnez-vous-nous votre... C'est pas l'image. Alors, je suis très très loin d'être propriétaire d'une telle demeure. Toutefois, si ça peut vous soulager, à la DRAC, nous ne vous appelons pas les châtelains, mais simplement des maîtres d'ouvrage. Donc, ça soulage. Puisqu'effectivement, vous êtes propriétaire d'une demeure qui a beaucoup de fenêtres. Et je vois passer beaucoup de devis. Et j'ai tout à fait conscience de ce que ça représente. Je pense que le grand public ne se rend pas compte de ça. Le coût d'un verre, le coût de la façon, de la maîtrise de ces métiers qui sont... Parce qu'une propriété pareille est associée forcément à des métiers très spécifiques. Et que l'on se doit de sauvegarder également. Et je ne pense pas on considère ces demeures comme des propriétés qui ont besoin de vivre et qui ont besoin de propriétaires pour vivre. Et je pense que l'État est tout à fait conscient de ça, à quelques exceptions près, mais majoritairement, on essaye d'être conscient de ce genre de situation. Et ça reste un poids et une charge, certes, qui n'est pas forcément transmise par un lien héréditaire, mais certains la choisissent. Mais je ne pense pas qu'on définisse les propriétaires de ces belles demeures comme des châtelains figés dans le mode de vie d'il y a 100 ans. Loin de là. Merci. Je suis très attaché au partage de la parole. Alors, qui veut prendre la parole ? Y a-t-il une question ? Oui, madame. Bonsoir. Je suis la présidente de l'association de sauvegarde du patrimoine de Brienne-le-Château, qui a des plus gros et plus beaux châteaux, mais ils sont tous très intéressants dans l'Aube et on en a beaucoup. L'exposition le montre très bien à l'Hôtel-Dieu. Et comme je vous ai envie d'être propriétaire, parce que Juliette Modier-Pierre le sait bien, nous faisons chaque année des visites et nous ne sommes pas les propriétaires. Et les propriétaires, c'est l'hôpital, ce sont les hôpitaux de Champagne-Sud. Et c'est tout sauf des châtelains. Ils ont une charge très lourd d'avoir dans
leur domaine à un monument historique de cette importance. Et il faut mener de front à la fois la gestion des hôpitaux, de leur hôpital. On sait l'état de la psychiatrie dans l'Aube et généralement en France. Ce n'est pas simple de gérer en même temps, en parallèle, un monument historique qui n'est pas en très très bonne santé. Alors nous y faisons quelques visites par an. Cette année, malheureusement, il y a eu un début d'incendie sur un des pavillons lors du 14 juillet. Donc les visites d'août, septembre et octobre ont été annulées. Et nous n'avons pas d'autre moyen, en dehors d'écrire l'histoire du château. Un dernier livre vient d'être édité récemment sur l'histoire du château et des comtes de Brienne. Mais nous n'avons pas d'autre moyen que lever les bras, d'attirer l'attention, de demander conseil, d'avoir votre expertise à la DRAC et de s'entourer de partenaires au département. On nous a dit des financements sont possibles pour vous, à condition que vous ayez un projet lourd, comme vous l'avez dit. Que faire avec le château de Brienne, qui a été, comme c'est Dampierre, vous avez dit, démantelé de son mobilier à la suite de la vente en 1933, de son mobilier, et qui a été, avec l'achat du département en 1955, était complètement bouleversé. Alors ça a sauvé le château. Le château a été sauvé par l'hôpital. Aujourd'hui, peut-être que le château va sauver l'hôpital. On aimerait bien, parce que l'hôpital a besoin de survivre, et c'est un bassin d'emploi important pour Brienne. Et comme vous le disiez, c'est pas seulement pour... c'est pas pour nous, puisqu'on n'est pas propriétaire. Le château était là avant nous, il sera là après nous. On est là pour le transmettre, comme vous avez dit, et du mieux qu'on peut. Alors comment faire quand on n'est pas propriétaire ? C'est la grande difficulté pour nous. Si je comprends bien votre question, c'est que nous avons tous compris que vous aimez beaucoup ce monument, qui a une très belle histoire, mais qu'il y a un déficit de notoriété et de visiteurs, et que ce que vous voudriez, c'est une dynamique comme celle qui est impulsée à Vaud grâce à son énergie de propriétaire, qui soit à la fois porteuse de projets et qui permette de développer l'attractivité du site. Et vous vous sentez bridé parce que finalement, vous n'avez pas de véritable moyen d'action. C'est ça le sens de votre question. On n'a pas de légitimité autre que celle de vouloir faire une mise en valeur par des visites ou par des actions, mais on ne peut pas aller au-delà. On ne peut pas. Alors on peut avoir une délégation à maîtrise d'ouvrage. Il y a des agences qui sont spécialisées et qui aident les propriétaires, ou en tout cas ceux qui ont des intentions autour, pour faire le lien justement entre les partenariats publics, entre les services publics et puis tout ce qui est opérations de mécénat, recherche de fonds, tout ce que vous faites au quotidien, toutes les opérations que vous menez, nous, on ne peut pas les faire directement. On ne peut pas parce qu'on n'est pas les propriétaires. Et les propriétaires, donc les hôpitaux de Champagne-Sud, ne feront pas cette demande. Non. Ils font des réparations, des restaurations ponctuelles qui sont liées à la sécurité. Mais ils ne feront pas... On les a alertés par exemple sur le fait d'avoir un diagnostic sanitaire, simplement pour relever les désordres. Déjà c'est énorme, parce que il date de 2017, on vient de l'actualiser pour une restauration qu'on a prévue. Mais c'est très compliqué, il faut toujours se battre énormément pour entrer et exister. Alors il y a des projets qui vont se mener par rapport à l'hôpital pour évacuer le château, pour se déplacer peut-être, c'est des choses qu'on entend depuis des années. Je crois que c'est largement en cours maintenant, et donc des pièces vont être de nouveau ouvertes, mais ce château ne peut pas être ouvert dans le vide. En gros, qui est-ce qui paye le chauffage, quoi ? Qui est-ce qui va être là vraiment concrètement pour toutes ces factures, toutes ces devis, toutes ces lourdeurs qui n'ont rien à voir avec le plaisir simple de profiter d'un château, mais qui sont des nécessités essentielles. Et il y a un mot que j'aime, c'est le mot maison. C'est une maison. C'est votre maison familiale, monsieur, mais c'est la maison... le château appartient à Brienne, il n'appartient ni aux hôpitaux, ce que je considère, c'est qu'il n'appartient pas à l'hôpital, il n'appartient pas à l'association, il appartient à Brienne. Brienne, le château. Voilà, j'attire pas trop l'attention sur moi, mais juste pour dire qu'il n'y a pas que des propriétaires, il y a aussi des associations bien sûr. Extrêmement amoureux comme vous l'êtes de votre château, mais on n'y habite pas, on n'y vit pas, et on voudrait juste pouvoir aller au-delà, parce que pour le département, c'est un château, je crois, qui mériterait... Il y a un tas d'or dans Brienne, il y a un diamant brut qui n'est pas taillé, qui ne demande que ça. On est là, mais avec nos petits bras. Voilà. Moi, je trouve que votre témoignage est très beau parce qu'il est à la fois plein de tendresse et aussi un peu de tristesse.
Alors Juliette, vous représentez les pouvoirs publics, c'est à vous que je dois donner la parole. Qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre que cet élan associatif puisse se déployer avec une plus grande ampleur? La formule magique a déjà été donnée, c'est une délégation à maîtrise d'ouvrage, puisque j'ai parlé de maître d'ouvrage, et effectivement, il s'agit de déléguer la maîtrise et les choix à faire sur l'ouvrage. C'est un choix qui appartient aux propriétaires des lieux. Il n'est pas évident à faire, parce que ça veut dire qu'on se dessaisit de certains choix. Et lorsque l'on fait une délégation, lorsque l'on procède à une délégation de maîtrise d'ouvrage, reste à savoir qui paye les factures de chauffage. Et souvent, c'est défini dans les contrats, mais soit c'est la personne qui reprend la délégation de la maîtrise d'ouvrage. Je ne suis pas certaine qu'une association soit en mesure d'assumer ce genre de coûts. Et je ne suis pas certaine non plus que les hôpitaux acceptent de payer le chauffage pour rien. Donc le choix revient au maître de l'ouvrage. Monsieur, vous vouliez avoir la parole. Donc, bonjour, merci beaucoup de vos témoignages qui sont très intéressants et je voudrais aborder avec vous un tournant au XXIe siècle qui est celui en fait de l'écologie, donc les problématiques d'isolation, les problématiques de chauffage, et les problématiques de production d'électricité dans des propriétés comme celle-là. On est tous, Madame Popin, vous avez abordé celui de la production d'électricité avec, grâce à un cours d'eau qui passe dans votre propriété, mais on va tous être confrontés à un moment ou à un autre à ce genre de problématique et j'avoue que beaucoup de solutions sont prévues pour le bâti moderne et peu de solutions sont prévues pour l'adaptation du bâti ancien et la production d'électricité à proximité de monuments historiques ou, puisqu'il est hors de question de mettre des panneaux solaires sur les toits. Vous êtes vous-même propriétaire donc moi, ma question, c'est comment est-ce que vous voyez ce tournant pour des propriétés? Oui. Je me permets de vous poser la question. Vous êtes vous-même propriétaire d'un monument historique? Oui, absolument. Non, ce n'est pas un monument historique. On a repris une propriété de famille du côté de mon épouse, au sud de l'Aube, à Mussy-sur-Seine. Et on vient de s'y installer. Et donc, du coup, on est en train de regarder différentes problématiques. Mais voilà. Vous n'ouvrez pas au public? Pardon? Vous n'ouvrez pas au public? Non. Non. Alors, je ne sais pas, Madame Popin, reprenez la parole. Alors, je crois que les châteaux, enfin les bâtiments inscrits ou monuments historiques, on n'est pas obligé de faire un bardage, parce que j'imagine mal, moi je suis classée à l'intérieur, l'extérieur, je ne vois pas faire une coque extérieure autour du château et ni à l'intérieur. Donc, mais on a quand même si on est protégé par les monuments historiques ou inscrits de ne pas faire les travaux d'isolation, mais on n'est pas les factures sont là quand même. Moi j'ai le gros problème. L'année dernière, j'avais 7 000 € de chauffage par mois. À savoir qu'au début, les architectes des bâtiments de France ne voulaient pas que je mette du double vitrage parce que ça ne se faisait pas. Donc maintenant, on a trouvé un double vitrage qui est de chez Saint-Gobain, qui est du Saint-Just, et qui, voilà, ça nous a fait beaucoup d'économies, mais n'empêche, même si les murs sont épais, on est des passoires, quoi. Je vois pas comment on peut trouver une solution pour faire baisser les coûts, à part fermer l'hiver et se sauver dans les pays chauds. Je vois pas. L'énergie est tellement chère. Bon, à Saint-Benoît, peut-être que je vais avoir la chance de produire de l'électricité et d'être autonome, mais je vois à Molévrier, c'est un gouffre le chauffage. Enfin, de toute façon, il y a une chose qui est certaine, mais c'est la même chose pour tout l'immobilier. On ne pourra pas, pour les bâtiments anciens, appliquer les normes. Exactement. C'est actuellement l'une des raisons pour lesquelles il y a
moins en moins d'appartements à Paris qui sont mis en location parce que les propriétaires sont... À Paris, la moitié de Paris ne peut pas être mise aux normes. Non, alors, bien à moins sûr, de hein. doubler de mettre 7 cm d'épaisseur et de transformer tout Paris, le Paris haussmannien et le Paris du XVIIIe siècle en ville nouvelle, c'est absolument... ça serait désastreux d'un point de vue esthétique et d'un coût faramineux. Donc là, c'est les limites... mais c'est comme dans... il y a eu la même chose à un moment quand il y a eu une pression énorme pour mettre aux normes handicapées. C'est sûr qu'il n'y a pas d'ascenseur dans les tours médiévales. Hein, ça, il n'y en aura jamais. Donc, ça, c'est les... J'ai eu la chance d'avoir une dérogation. Voilà. En revanche, alors je pense que pour l'isolation, alors bon, je comprends que pour vous, on est quand même accepté de trouver un double étage. En plus de ça, bon, il y a toujours évidemment un coût qui est important, mais on peut trouver des choses qui sont esthétiques tout de même et qui améliorent un petit peu la Quand à protection. l'intérieur, on a des décors peints, on ne peut pas remettre par-dessus Bien une sûr. couche. Bien sûr, Pour faire de l'isolation, quand dehors c'est classé, on ne peut pas non plus... Alors, en revanche, et je reviens à l'histoire de votre moulin et de l'eau, là, je trouve que absolument désolant que vous n'ayez pas un soutien plus fort de la part des pouvoirs publics, parce que il y a un grand tam-tam sur les panneaux solaires et sur l'éolien. Et là, en effet, la production d'électricité... Alors, moi, je ne suis pas du tout technicien, je ne sais pas dans quelle mesure ça doit être assorti de règles de sécurité qui peut-être ne sont pas en cours d'élaboration. Parce que EDF avait quand même un monopole jusqu'à une date récente. Et donc là, si on va au contraire vers une fragmentation de la production de l'électricité, on entre dans quelque chose qui va peut-être être aussi, qui nécessite peut-être une réglementation accrue. Je ne sais pas. Maintenant, ça c'est un dossier que je ne connais pas. Mais je trouve que c'est vraiment un domaine sur lequel les pouvoirs publics devraient encourager les propriétaires qui ont cette initiative. Il s'occupe beaucoup plus du passage des poissons que de l'électricité et des sédiments. Ah bah je l'ai, j'ai tout ce qu'il faut. On repart très, parce qu'on a la même question qui se pose à Dampierre, on a une chute d'eau. On n'a pas de moulin, mais on a une chute d'eau avec une ancienne centrale hydroélectrique qui a été construite au début du XXe. Certainement, on a encore des poulies, on dirait si quelqu'un veut faire de l'urbex là-dedans, c'est un peu bizarre, hein, une espèce de pièce vide. Prenez le micro peut-être, oui. Et on a donc cette ancienne centrale qui existe encore vide, enfin il reste une turbine de poux de métal rouillé et la chute d'eau. Et du coup, avec cette chute d'eau, on s'est posé la question effectivement d'avoir une autosuffisance en électricité. Alors c'est un fort investissement à la base, hein, plusieurs centaines de milliers d'euros. Rapidement, je ne trouve pas mon mot, rapidement, rentabiliser, voilà. Parce qu'effectivement, 7 000 € de chauffage chez vous, alors nous, on n'a pas encore de chauffage et d'électricité, mais il y a beaucoup de bâtis, donc ça va être de la folie totale. La question qui s'est posée, c'était effectivement le droit d'eau, le droit de moulin, de quand il datait, s'il existait bien sur les plans avant la Révolution française, blablabli, on a tout. Et ensuite, c'est arrivé la dimension écologique. On barre l'eau de la rivière, donc on est sur le chemin des poissons. C'est la Luitrelle, c'est une petite rivière à Dampierre. Et on a eu la chance d'avoir une rivière à dérivation, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs passages. Donc en fait, on va pouvoir dévier nos poissons. Donc il n'y aura pas de problème. Mais c'est effectivement un gros souci. Sinon, il faut créer une structure pour préserver la vie aquatique de ces petites rivières, qui est très importante. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord, on ne va pas tuer des poissons pour faire de l'électricité. Mais il n'y a déjà plus assez de poissons dans nos rivières. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la réponse n'a pas été « Ouais, super, vous allez faire de l'électricité, c'est génial », ça a été « Et les poissons ?» Vous, Juliette, quelle remarque vous pouvez faire sur toutes ces questions? Je ne peux que témoigner et aller dans votre sens, puisque vous évoquez les pouvoirs publics. Cette fois-ci, la DRAC n'a rien à voir là-dedans, pour une fois. C'est pas nous qui sommes en train de dire non. Mais on encourage bien au contraire les propriétaires à aller en ce sens, et l'État lui-même propriétaire notamment d'un très gros monument dont vous avez sans doute entendu parler, mais l'ancienne abbaye de Clairvaux,
Bien évidemment, ce site dispose de vannage et d'une circulation d'eau. Et l'État, ministère de la Culture et ministère de la Justice, parce que c'est une double propriété, nous sommes aussi confrontés aux mêmes problématiques que vous, puisque les autres administrations stoppent tous nos mouvements lorsqu'il s'agit d'intervenir sur les vannages. Et aujourd'hui, nous nous battons pour maintenir les pieds des monuments cisterciens encore en eau et pour expliquer à ces défenseurs qui ont raison de défendre la vie des poissons que les monuments qui ont depuis 500 ans les pieds dans l'eau, si demain on retire l'eau, disparaissent. Donc nous aussi, on est confrontés aux mêmes difficultés que vous. Donc là, pour le coup, je témoigne en votre faveur. Y a-t-il d'autres doigts qui se lèvent? Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Ronan Collignon, je fais partie des propriétaires du château de Brantigny. Et pour répondre à monsieur, nous, on avait 1000 m² habitables. Bon, c'est pas un gros château, mais on chauffait au fioul, 20 000 litres de fioul par an. Donc, vous faites le calcul au prix du fioul. On est passé au bois déchiqueté, chaudière bois déchiqueté, 40 000 € d'investissement. Et là, on est passé à 3 000 € de dépenses par an. Donc, ça fait quand même ça s'amortit assez rapidement. Et on trouve dans la région, vu qu'il y a beaucoup de bois, il y a des fournisseurs et c'est quand même un matériau pas cher. Et on va dire écologique dans le sens où là, les chaudières ont vraiment une capacité de production où il n'y a quasiment pas de rejet. Donc voilà ce que je voulais dire. Et merci. Par contre, j'ai une question, si je peux me permettre. Je voulais savoir, nous, on n'est pas classé monument historique, on est en SCI. Et donc, pour des demandes justement d'aide, de subventions, pour de l'isolation, éventuellement changer des fenêtres, on a le droit à rien. Il n'y a pas de biais pour toucher des aides quand on est particulier comme ça. Après, ils accompagnent majoritairement des projets de restauration. Pour de l'évolution ou de l'aménagement thermique, je pense que ça doit être aussi envisageable. Vous avez dit le château de Brantigny, c'est ça? Alors j'ai en tête la chapelle de Brantigny, mais j'imagine que vous ne devez pas être loin. Je ne sais pas non plus si vous aviez dit que vous n'étiez pas classé, mais je ne sais pas si vous êtes inscrit ou non. Monument historique? Ok. Vous pouvez faire une demande de protection si le lieu le... Vous seriez surpris de voir ce que l'on protège au titre des monuments historiques. Alors, ça existe, les classements partiels, de moins en moins parce que administrativement, c'est très compliqué à gérer après. Mais ça ne coûte strictement rien de faire une demande. Ça prend juste beaucoup de temps. Donc, vous pouvez assez facilement, il s'agit simplement d'envoyer un mail. Pas forcément, parce que lié, ça dépend si vous êtes inscrit ou classé, on n'a pas tout à fait les mêmes degrés d'exigence. Et bien évidemment, lié à ces protections au titre des monuments historiques, s'accompagnent des subventions. Et l'objectif de ces subventions est bien sûr de pallier à ces hausses de prix liées au coût des matériaux. Et je pense que vous avez 4 propriétaires ici présents qui pourront sans doute témoigner en faveur de cette protection au titre des monuments historiques, du moins je l'espère. Sans quoi j'en prendrai note. Je voulais juste rajouter, parce qu'à Dampierre, on a quelque chose de particulier, c'est que le classement du château n'est pas, il est quand même partiel. Toute la propriété n'est pas classée. Le Châtelet est classé dans sa totalité, grille incluse. Au château, on a les façades, les toitures, la cuisine, certainement d'une réminiscence médiévale, et la cage d'escalier. Et on a une terrasse d'entrée avec un magnifique portail du 18e qu'on attribue à un ferronnier nancéen qui aurait fait les grilles de Nancy, qui lui n'est rien. Donc on a commencé par ça en fait, par
faire ce projet sur le portail et on a fait une demande de label à la Fondation du patrimoine qui a été accordée. Ce label, alors sur la somme de la restauration, ils accordent 2%. Et ensuite, ils montent une souscription en ligne et ils proposent les projets qui leur plaisent à leur club des mécènes. Donc, Valentine Roland et Pascal Mignot de la délégation de l'Aube ont monté un club de mécènes d'entreprises qui donnent de l'argent à plusieurs projets de restauration. Nous, ça nous a permis de récupérer quand même une certaine somme d'argent sur la restauration. Et ça nous permet également de faire la défiscalisation ensuite, donc du montant des travaux. Et c'est la même chose, il existe un label Parc et Jardin, je ne sais pas si vous le connaissez encore, c'est quelque chose d'assez récent qui date de 2021 il me semble. La Fondation du patrimoine a lancé un label Parc et Jardin pour de l'aide à la restauration et à la préservation des parcs et des jardins. On a fait la demande également à Dampierre et c'est bon. Donc, normalement c'est bon, ce qui va nous permettre de restaurer les jardins et les parcs tels qu'ils étaient à l'époque. Là, pareil, on a 2% qui sont donnés par la Fondation du patrimoine. On va ouvrir une souscription en ligne aussi. Et ça va nous permettre également de défiscaliser les investissements réalisés. Et également, je voulais dire que nous sommes très heureux d'être à la mission Berne, voilà, avec le Châtelet du château de Dampierre. Donc pour la mission Berne, pour la restauration du Châtelet. Pour la restauration du Châtelet du château du domaine de Dampierre, oui. Pardon ? La semaine dernière. Oui. Voilà. Une idée, je pense, préconçue. Un monument historique peut être doté d'électricité. Un monument historique classé peut avoir l'électricité, peut avoir un ascenseur, peut être équipé de tout le confort moderne qu'on attend aujourd'hui dans une maison. Donc être propriétaire d'un monument historique n'implique pas de vivre avec les us et coutumes de nos ancêtres et ceux du 19e siècle. Et la DRAC accompagne et encore une fois soutient les maîtres d'ouvrage dans ces démarches. Et encore récemment sur un autre département, donc la Marne, dans lequel j'interviens également, un propriétaire nouvellement arrivé d'un des plus beaux châteaux du département souhaite installer un ascenseur dans une tour. Et lors de notre première rencontre, parce qu'il ne maîtrise pas du tout la mécanique administrative patrimoniale, et oui, il y en a une, et c'est une usine à gaz, sa première inquiétude était de savoir si oui ou non il pourrait avoir un ascenseur dans une de ces tours. Et ma première réponse a été oui, bien évidemment, votre architecte est libre de dessiner ce qui sera le plus adapté à votre confort. Et oui, on va étudier la demande et on ne va pas la refuser. Et non, vous n'aurez pas non plus des toilettes au fond du jardin. Tout va très bien se passer. Merci d'en témoigner. Oui. Ça fait partie de l'histoire des lieux. Et après, c'est vrai que lorsque vous choisissez d'habiter dans ces demeures, bien évidemment, et je pense qu'il y a une part de sacrifice, si je puis dire, de se dire, bon, voilà, c'est un choix, on habite dans une propriété qui a un vécu, et tout le confort n'est pas là, mais on a choisi d'y vivre aussi. Exactement, et c'est un équilibre à trouver, et je pense que c'est le message que vous avez su faire passer. Nous ne sommes que de passage dans des lieux de mémoire, donc il faut être... Y a-t-il d'autres questions? Pas de doigt qui se lève. Alors, s'il n'y a pas de doigt qui se lève, je vais demander à chacun de dire un mot de conclusion, quelque chose qui vous tient à cœur, un message que vous laissez faire passer. Alors, Monsieur de Tène. Et ne restez pas debout, s'il n'y a pas de chaise derrière, il y a plein de chaises devant. Monsieur de Tène. Écoutez, je dirais être propriétaire, c'est une belle aventure qui, vous l'avez compris, même à travers toutes ces démarches administratives, maintient les ménages en activité. Au-delà de cet aspect administratif, il y a aussi tout l'aspect historique qui aussi est extrêmement intéressant.
je dois dire que je suis absolument très très content d'être au Rissé. Je découvre des aspects de cette propriété nouveaux tous les jours, qui en font la valeur. Maintenant, est-ce que nous serons capables de pérenniser la présence de la famille, c'est-à-dire les enfants et les petits-enfants dans cette maison? Ce sera le choix des enfants et des petits-enfants. Nous avons pris le parti, en fait, de ne rien imposer à aucun des enfants. Chacun mène sa carrière et sa vie, et puis le temps viendra où peut-être l'un d'entre eux sera prêt à reprendre le flambeau et continuer l'aventure familiale, ou l'aventure familiale peut-être s'arrêtera à notre génération. Donc la transmission aussi de ces maisons est un sujet majeur pour nous, et on essaie de l'organiser tout en respectant la liberté des enfants qui ne nous appartiennent pas. Voilà. Juliette, votre mot de conclusion? Il va être assez simple. Bien sûr, je vous incite à travailler avec les services publics et avec la DRAC, parce que nous sommes des facilitateurs. Mais mon mot de conclusion, c'est, je pense, merci à vous d'investir votre temps, votre argent et votre énergie pour la sauvegarde de ces monuments qui font le plaisir des plus petits et des plus grands. Et je ne saurais rien dire d'autre que merci. Alors, je ne sais pas s'il y aura de la transmission, mais en tout cas, j'aurais été de passage dans la vie du château, comme je le disais tout à l'heure. Tout ce que c'est une grande aventure, une belle aventure. Si c'était à refaire, je recommence tout de suite, je re-signe. Même qu'il y a des bas, des très 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 bas, et puis de temps en temps, il y a des lueurs, des lumières, et des sourires, et des gens heureux qui sont là, qui passent dans le château, et ça, c'est du bonheur pur. Avant d'arriver au Château Colbert, vous aviez déjà eu une expérience dans un monument historique? Non. Donc vous avez découvert ça, voilà. Du jour au lendemain. Je ne m'attendais pas quand même à... Et vous aviez une expérience dans l'hôtellerie? Aucune. Donc ça a été vraiment une aventure du début complète. jusqu'à la fin, oui. Complète. Mais on s'y fait, il faut de l'énergie, c'est tout. L'énergie, puis il faut vouloir, il faut se battre, et puis à la fin, quand on arrive, et puis on se dit, j'ai réussi, ben c'est tant mieux. Patience, ah oui, oui, ça ne fait pas partie de mes qualités, par contre. Alors, Guillaume. Moi, comme Juliette remerciait tout à l'heure, moi je pense qu'il est très important qu'on remercie aussi des gens comme Juliette Maudier-Pierre, comme Valentine Roland, la DRAC, la Fondation du patrimoine, la région, toutes ces structures qui nous soutiennent. Et sans elles, on ne réussirait pas ce type d'aventure. Voilà, donc un grand merci aussi pour ce soutien qui commence, et en espérant qu'il continue. Alors Dominique Poplin disait que la chose importante, c'est d'avoir beaucoup d'énergie. Le moins qu'on puisse dire, Édouard, c'est que vous n'en manquez pas. Alors, je ne sais pas quel mot de conclusion vous allez nous donner, mais je pense qu'il va être porteur d'énergie. Oula. Non, j'ai pas spécialement rien de particulier à dire, si ce n'est que j'étais très très content de vous accueillir déjà dans ce grand salon. Pour mémoire, qui est un salon qui revient de très loin. Et cet hiver, c'est le dernier hiver depuis 1936 qu'il passera dans cet état, puisqu'on refait toutes les boiseries et on va essayer de ramener l'ambiance d'une maison de famille, même si ce château n'est pas une maison de famille. Et je ne le regrette pas tellement d'ailleurs, puisqu'en fait je suis arrivé à Vaud justement pour des motivations personnelles et pour palper vraiment ce que mes parents ont essayé de, je pense, nous transmettre à tous les quatre, c'est-à-dire de profiter de privilèges qui sont immatériels, qui certainement autrefois étaient des privilèges matériels. On avait beaucoup de chance d'habiter dans ces châteaux, il y avait énormément de plaisir qu'on pouvait partager dans ces endroits. Mais aujourd'hui, en fait, notre privilège, il est de pouvoir se retrouver, vous l'avez dit d'ailleurs assez justement, dans des moments où en fait on réalise que le château n'est pas
n'est pas un objet en fait, il est presque quelqu'un en soi. Et en fait, quand on voit au gré des saisons et au gré des animations qu'on organise ce projet, cette maison évoluer, qui est là de manière un peu immuable, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc voilà, il faut juste souhaiter que ça continue et que cette flamme qui anime nos cœurs soit toujours là. En tout cas, moi, elle est encore là. Merci. Alors, je ne veux pas que nous nous quittions sans avoir entendu quelques mots de Nicolas Dorman, qui est à l'origine de l'exposition, alors approchez, qui est à l'origine de cette très belle exposition 1000 ans d'histoire des châteaux dans l'Aube. Vous êtes à l'origine aussi de cette soirée fort intéressante. Alors, quel message vous voulez transmettre, résumant cette énergie que vous avez aussi déployée pour cette exposition? Oui, très difficile de parler après les très belles paroles qui ont été prononcées par tous nos intervenants, donc ça tombera malheureusement, je le pense, un peu à plat. Non, que dire, déjà que nous sommes très heureux au département de l'Aube d'avoir pu accompagner les propriétaires. Alors vous le savez, hein, le département ne peut pas accompagner les propriétaires privés. Le château, c'est pas dans sa mission. Il peut accompagner les communes, il peut accompagner parfois des associations, mais il ne peut pas accompagner des propriétaires privés. Il n'en a pas le droit. Notre manière à nous, au revoir, notre manière à nous de l'accompagner, de mettre en avant ces châteaux, d'essayer en tout cas de le faire, ça a été cette exposition, ça a été le cycle de conférences qui a été mené et qui, je pense, a connu un succès mérité. Et c'est aussi cette table ronde et ce temps d'échange qui, je pense, était très important pour les propriétaires entre eux, puisque finalement ils sont nombreux dans la salle, ou en tout cas présents. Peut-être certains d'entre eux sont-ils aussi en train de nous écouter sur Internet. Et puis important pour vous et pour toutes les personnes qui s'intéressent à ce patrimoine. Donc voilà, moi je vais simplement reprendre les mots de Juliette, puisque finalement elle me les a pratiquement ôtés de la bouche. C'est-à-dire un grand merci à celles et ceux qui font vivre, qui animent au quotidien ce patrimoine. Moi j'en soupçonnais la richesse de par mes fonctions. Je l'ai véritablement découvert en préparant cette exposition avec toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés sur ce projet, au sein des équipes, au sein des partenaires du département. Et vraiment, je pense que notre département a une richesse patrimoniale, une richesse en château qui mérite vraiment d'être mise en avant et découverte par le plus grand nombre, et puis évidemment au premier chef par les Aubois. Merci à tous, en tout cas. Alors, je voudrais donner aussi la parole à Arnaud Baudin, qui est un grand spécialiste de la Champagne médiévale et qui a été aussi l'une des chevilles ouvrières de l'exposition. Alors venez Arnaud et dites-nous aussi votre message. Non, mais vous me prenez un peu au dépourvu, donc moi j'ai simplement participé à la préparation, montage scientifique notamment de cette exposition qui se trouve à l'hôtel Dieu-le-Comte encore jusqu'au 1er octobre, qui retrace donc effectivement la vie de quelques-uns de ces châteaux dont on a parlé ce soir, du Moyen-Âge à aujourd'hui. Rappelez peut-être aussi que ça a été l'occasion pour le département de mettre en place, avec l'Agence départementale du tourisme de l'Aube, une application, la route des châteaux, donc voilà, qui est accessible depuis le mois de mai et qui donne l'occasion à chacun d'aller visiter, rencontrer, découvrir ces châteaux qui pour certains, pour malheureusement la plus grande part, ne sont pas accessibles, ouverts au public, mais qui, grâce à cette application, permet de découvrir leur histoire à partir de vidéos, de photographies, de notices descriptives. Et cette application sera amenée à être développée, complétée au fur et à mesure des prochains mois. Donc n'hésitez pas aussi à aller sur cette application pour poursuivre l'aventure et la découverte de ces châteaux. Merci. J'aurai le mot de conclusion, ça va être bref. C'est que j'évoque dans plusieurs de mes livres la nécessité d'une synergie, de ce que j'appelle un capital de sympathie autour des châteaux. Alors bien sûr, l'énergie des propriétaires, le rôle des pouvoirs publics. Merci Madame pour votre témoignage rappelant l'importance de la vie associative. Je ne compte plus le nombre d'associations, d'amis de tel ou tel château que je soutiens, d'amis aussi de ceux qui combattent contre l'installation d'une éolienne dans la perspective de la grande avenue, ou bien d'un élevage de petits canards qui sont
fabriqués pour le foie gras. Enfin, donc je pense qu'il faut soutenir tout à fait la vie associative. Et puis, il y a besoin du public. Or, vos monuments sont ouverts au public. Et vous avez été là pour représenter aussi ce public. Merci de votre présence et de votre attention exemplaire.